Mémoire sur la découverte du magnétisme animal. L'homme est naturellement observateur. Dès sa naissance, sa seule occupation est d'observer pour apprendre à faire usage de ses organes. L'œil, par exemple, lui serait inutile si la nature ne le portait d'abord à faire attention aux moindres variations dont il est susceptible. C'est par les effets alternatifs de la jouissance et de la privation qu'il apprend à connaître l'existence de la lumière et ses différentes gradations. Mais il resterait dans l'ignorance de la distance, de la grandeur et de la forme des objets si, en comparant et combinant les impressions des autres organes, il n'apprenait à les rectifier l'un par l'autre. La plupart des sensations sont donc le résultat de ces réflexions sur les impressions réunies dans ces organes. C'est ainsi que l'homme passe ses premières années à acquérir l'usage prompt et juste de ses sens. Son penchant à observer, qu'il tient de la nature, le met en état de se former lui-même, et la perfection de ses facultés dépend de son application plus ou moins constante. Dans le nombre infini d'objets qui s'offrent successivement à lui, son attention se porte essentiellement sur ceux qui l'intéressent par des rapports plus particuliers. Les observations des effets que la nature opère universellement et constamment sur chaque individu ne sont pas l'apanage exclusif des philosophes. L'intérêt universel ferait presque de tous les individus autant d'observateurs. Ces observations multipliées de tous les temps et de tous les lieux ne nous laissent rien à désirer sur leur réalité. L'activité de l'esprit humain, jointe à l'ambition de savoir qui n'est jamais satisfaite, cherchant à perfectionner des connaissances précédemment acquises, abandonne l'observation et y supplée par des spéculations vagues et souvent frivoles. Elle forme et accumule des systèmes qui n'ont que le mérite de leurs mystérieuses abstractions. Elle s'éloigne insensiblement de la vérité, au point de la faire perdre de vue et de lui substituer l'ignorance et la superstition. Les connaissances humaines, ainsi dénaturées, n'offrent plus rien de la réalité qui les caractérisait dans le principe. La philosophie a quelquefois fait des efforts pour se dégager des erreurs et des préjugés, mais en renversant ces édifices avec trop de chaleur, elle en a recouvert les ruines avec mépris, sans fixer son attention sur ce qu'elle renfermait de précieux. Nous voyons chez les différents peuples les mêmes opinions conservées sous une forme si peu avantageuse et si peu honorable pour l'esprit humain qu'il n'est pas vraisemblable qu'elles se soient établies sous cette forme. L'imposture et l'égarement de la raison auraient en vain tenté de concilier les nations pour leur faire généralement adopter des systèmes aussi évidemment absurdes et ridicules que nous le voyons aujourd'hui. La vérité seule et l'intérêt général ont pu donner à ces opinions leur universalité. On pourrait donc avancer que parmi les opinions vulgaires de tous les temps, qui n'ont pas leur principe dans le cœur humain, il en est peu qui, quelque ridicules et même extravagantes qu'elles paraissent, ne puissent être considérées comme le reste d'une vérité primitivement reconnue. Telles sont les réflexions que j'ai faites sur les connaissances en général, et plus particulièrement sur le sort de la doctrine de l'influence des corps célestes sur la planète que nous habitons. Ces réflexions m'ont conduit à rechercher dans les débris de cette science avilie par l'ignorance ce qu'elle pouvait avoir d'utile et de vrai. D'après mes idées sur cette matière, je donnai à Vienne, en 1766, une dissertation de l'influence des planètes sur le corps humain. J'avançais, d'après les principes connus de l'attraction universelle, constatés par les observations qui nous apprennent que les planètes s'affectent mutuellement dans leurs orbites et que la Lune et le Soleil causent et dirigent sur notre globe le flux et reflux dans la mer, ainsi que dans l'atmosphère. J'avançais, dis-je, que ces sphères exercent aussi une action directe sur toutes les parties constitutives des corps animés, particulièrement sur le système nerveux, moyennant un fluide qui pénètre tout. Je déterminais cette action par l'intention et la rémission des propriétés de la matière et des corps organisés, tels que sont la gravité, la cohésion, l'élasticité, l'irritabilité, l'électricité. Je soutenais que, de même que les effets alternatifs,
à l'égard de la gravité produisent dans la mer le phénomène sensible que nous appelons flux et reflux, l'intention et la rémission des dites propriétés étant sujettes à l'action du même principe occasionnent, dans les corps animés, des effets alternatifs analogues à ceux qu'éprouve la mer. Par ces considérations, j'établissais que le corps animal, étant soumis à la même action, éprouvait aussi une sorte de flux et de reflux. J'appuyais cette théorie de différents exemples de révolution périodique. Je nommais la propriété du corps animal, qui le rend susceptible de l'action des corps célestes et de la Terre, magnétisme animal. J'expliquais par ce magnétisme les révolutions périodiques que nous remarquons dans le sexe et généralement celles que les médecins de tous les temps et de tous les pays ont observées dans les maladies. Mon objet alors n'était que de fixer l'attention des médecins, mais loin d'avoir réussi, je m'aperçus bientôt qu'on me taxait de singularité, qu'on me traitait d'homme à système et qu'on me faisait un crime de ma propension à quitter la route ordinaire de la médecine. Je n'ai jamais dissimulé ma façon de penser à cet égard, ne pouvant en effet me persuader que nous ayons fait dans l'art de guérir les progrès dont nous nous sommes flattés. J'ai cru au contraire que, plus nous avancions dans les connaissances du mécanisme et de l'économie du corps animal, plus nous étions forcés de reconnaître notre insuffisance. La connaissance que nous avons acquise aujourd'hui de la nature et de l'action des nerfs, tout imparfaite qu'elle est, ne nous laisse aucun doute à cet égard. Nous savons qu'ils sont les principaux agents des sensations et du mouvement, sans savoir les rétablir dans l'ordre naturel lorsqu'il est altéré. C'est un reproche que nous avons à nous faire. L'ignorance des siècles précédents sur ce point en a garanti les médecins. La confiance superstitieuse qu'ils avaient et qu'ils inspiraient dans leurs spécifiques et leurs formules les rendait despotes et présomptueux. Je respecte trop la nature pour pouvoir me persuader que la conservation individuelle de l'homme ait été réservée au hasard des découvertes et aux observations vagues qui ont eu lieu dans la succession de plusieurs siècles pour devenir le domaine de quelques particuliers. La nature a parfaitement pourvu à tout pour l'existence de l'individu. La génération se fait sans système comme sans artifice. Comment la conservation serait-elle privée du même avantage ? Celle des bêtes est une preuve du contraire. Une aiguille non aimantée, mise en mouvement, ne reprendra que par hasard une direction déterminée, tandis qu'au contraire, celle qui est aimantée, ayant reçu la même impulsion, après différentes oscillations proportionnées à l'impulsion et au magnétisme qu'elle a reçu, retrouvera sa première position et s'y fixera. C'est ainsi que l'harmonie des corps organisés, une fois troublée, doit éprouver les incertitudes de ma première supposition, si elle n'est rappelée et déterminée par l'agent général dont je reconnais l'existence. Lui seul peut rétablir cette harmonie dans l'état naturel. Aussi a-t-on vu de tous les temps les maladies s'aggraver et se guérir avec et sans le recours de la médecine, d'après différents systèmes et les méthodes les plus opposées. Ces considérations ne m'ont pas permis de douter qu'il n'existe dans la nature un principe universellement agissant et qui, indépendamment de nous, opère ce que nous attribuons vaguement à l'art et à la nature. Ces réflexions m'ont insensiblement écarté du chemin frayé. J'ai soumis mes idées à l'expérience pendant 12 ans, que j'ai consacré aux observations les plus exactes sur tous les genres de maladies, et j'ai eu la satisfaction de voir les maximes que j'avais pressenties se vérifier constamment. Ce fut surtout pendant les années 1773 et 1774 que j'entrepris, chez moi, le traitement d'une demoiselle âgée de 29 ans, nommée Österline, attaquée depuis plusieurs années d'une maladie convulsive dont les symptômes les plus fâcheux étaient que le sang se portait avec impétuosité vers la tête et excitait dans cette partie les plus cruelles douleurs de dents et d'oreilles, lesquelles étaient suivies de délires, fureurs, vomissements et syncopes. C'était pour moi l'occasion la plus favorable d'observer avec exactitude ce genre de flux et reflux que le magnétisme animal fait éprouver au corps humain. La malade avait souvent des crises salutaires et un soulagement remarquable en était la suite, mais ce n'était qu'une jouissance momentanée et toujours imparfaite. Le désir de pénétrer la cause de cette imperfection et mes observations non interrompues m'amenèrent successivement au point de reconnaître l'opération de la nature
et de la pénétrer assez pour prévoir et annoncer, sans incertitude, les différentes révolutions de la maladie. Encouragé par ce premier succès, je ne doutais plus de la possibilité de la porter à sa perfection si je parvenais à découvrir qu'il exista entre les corps qui composent notre globe une action également réciproque et semblable à celle des corps célestes, moyennant laquelle je pourrais imiter artificiellement les révolutions périodiques du flux et reflux dont j'ai parlé. J'avais sur l'aimant les connaissances ordinaires, son action sur le fer, l'aptitude de nos humeurs à recevoir ce minéral, et les différents essais faits tant en France qu'en Allemagne, en Angleterre, pour les maux d'estomac et douleurs de dents m'étaient connus. Ces motifs, joints à l'analogie des propriétés de cette matière avec le système général, me la firent considérer comme la plus propre à ce genre d'épreuve. Pour m'assurer du succès de cette expérience, je préparai la malade, dans l'intervalle des accès, par un usage continué des martiaux. Mes relations de société avec le père Hell, jésuite, professeur d'astronomie à Vienne, me fournirent ensuite l'occasion de le prier de me faire exécuter par son artiste plusieurs pièces aimantées, d'une forme commode à l'application. Il voulut bien s'en charger et me les remettre. La malade ayant éprouvé le 28 juillet 1774 un renouvellement de ses accès ordinaires, je lui fis l'application sur l'estomac et aux deux jambes de 3 pièces aimantées. Il en résultait, peu de temps après, des sensations extraordinaires. Elle éprouvait intérieurement des courants douloureux d'une matière subtile qui, après différents efforts pour prendre leur direction, se déterminèrent vers la partie inférieure et firent cesser pendant 6 heures tous les symptômes de l'accès. L'état de la malade m'ayant mis le lendemain dans le cas de renouveler la même épreuve, j'en obtins les mêmes succès. Mon observation sur ces effets, combinée avec mes idées sur le système général, m'éclaira d'un nouveau jour. En confirmant mes précédentes idées sur l'influence de la jambe générale, elle m'apprit qu'un autre principe faisait agir l'aimant incapable par lui-même de cette action sur les nerfs, et me fit voir que je n'avais que quelques pas à faire pour arriver à la théorie imitative qui faisait l'objet de mes recherches. Quelques jours après, ayant rencontré le père Hell, je lui appris, par forme de conversation, le meilleur état de la malade et les bons effets de mon procédé, et l'espoir que j'avais, d'après cette opération, de rencontrer bientôt le moyen de guérir les maladies des nerfs. J'appris, peu de temps après, dans le public et par les journaux, que ce religieux, abusant de sa célébrité en astronomie et voulant s'approprier une découverte dont il ignorait entièrement la nature et les avantages, s'était permis de publier qu'avec des pièces aimantées, auxquelles il supposait une vertu spécifique dépendante de leur forme, il s'était assuré des moyens de guérir les maladies de nerfs les plus graves. Pour accréditer cette opinion, il avait adressé à plusieurs académies des garnitures composées de pièces aimantées de toutes les formes, en indiquant d'après leur figure l'analogie qu'elles avaient avec les différentes maladies. Voici comment il s'exprimait. J'ai découvert, dans ces figures conformes au tourbillon magnétique, une perfection de laquelle dépend la vertu spécifique contre les maladies. C'est par le défaut de cette perfection que les épreuves faites en Angleterre et en France n'ont eu aucun succès. Et en affectant de confondre la fabrication des figures aimantées avec la découverte dont je l'avais entretenue, il terminait par dire qu'il avait tout communiqué aux médecins et particulièrement à moi, dont il continuerait à se servir pour faire ses épreuves. Les écrits réitérés du père Hell sur cette matière transmirent au public, toujours avide d'un spécifique contre les maladies nerveuses, l'opinion mal fondée, savoir que la découverte en question consistait dans le seul emploi de l'aimant. J'écrivis à mon tour pour détruire cette erreur en publiant l'existence du magnétisme animal, essentiellement distinct de l'aimant, mais le public prévenu par un homme en réputation resta dans son erreur. Je continuai mes épreuves sur différentes maladies afin de généraliser mes connaissances et d'en perfectionner l'application. Je connaissais particulièrement Monsieur le baron de Stwerck, président de la faculté de médecine à Vienne et premier médecin de Sa Majesté. Il était d'ailleurs convenable qu'il fût bien instruit de la nature de ma découverte et de son objet. Je mis en conséquence sous ses yeux les détails circonstanciés de mes opérations,
particulièrement sur la communication et les courants de la matière magnétique animale, et je l'invitai à s'en assurer par lui-même, en lui annonçant que mon intention était de lui rendre compte, par la suite, de tous les progrès que je pourrais faire dans cette nouvelle carrière, et que pour lui donner la preuve la plus certaine de mon attachement, je lui communiquerai mes moyens sans aucune réserve. La timidité naturelle de ce médecin, appuyée sans doute sur des motifs que mon intention n'est pas de pénétrer, le détermina à me répondre qu'il ne voulait rien connaître de ce que je lui annonçais et qu'il m'invitait à ne pas compromettre la faculté par la publicité d'une innovation de ce genre. Les préventions du public et les incertitudes sur la nature de mes moyens me déterminèrent à publier une lettre le 5 janvier 1775 à un médecin étranger, dans laquelle je donnais une idée précise de ma théorie, des succès que j'avais obtenus jusqu'alors et de ceux que j'avais lieu d'espérer. J'annonçais la nature et l'action du magnétisme animal et l'analogie de ses propriétés avec celle de l'aimant et de l'électricité. J'ajoutais que tous les corps étaient, ainsi que l'aimant, susceptibles de la communication de ce principe magnétique, que ce fluide pénétrait tout, qu'il pouvait être accumulé et concentré comme le fluide électrique, qu'il agissait dans l'éloignement, que les corps animés étaient divisés en deux classes, dont l'une était susceptible de ce magnétisme et l'autre d'une vertu opposée qui en supprime l'action. Enfin, je rendais raison des différentes sensations et j'appuyais ces assertions des expériences qui m'avaient mis en état de les avancer. Peu de jours avant la publication de cette lettre, j'appris que M. Inganuz, membre de l'Académie royale de Londres et inoculateur à Vienne, qui, en amusant la noblesse et les personnes distinguées par des expériences d'électricité renforcées et par l'agrément avec lequel il variait les effets de l'aimant, avait acquis la réputation d'être physicien. J'appris, dis-je, que ce particulier, entendant parler de mes opérations, les traitait de chimères et allait jusqu'à dire que le génie anglais était le seul capable d'une telle découverte si elle pouvait avoir lieu. Il se rendit chez moi, non pour se mieux instruire, mais dans l'intention unique de me persuader que je m'exposais à donner dans l'erreur et que je devais supprimer toute publicité pour éviter le ridicule qui en serait la suite. Je lui répondis qu'il n'avait pas assez de lumière pour me donner ce conseil et qu'au surplus, je me ferais un plaisir de le convaincre à la première occasion. Elle se présenta 2 jours après. La demoiselle Esterline éprouvait une frayeur et un refroidissement qui lui occasionnèrent une suppression subite. Elle retomba dans ses premières convulsions. J'invitai M. Inganuz à se rendre chez moi. Il y vint accompagné d'un jeune médecin. La malade était alors en syncope avec des convulsions. Je le prévins que c'était l'occasion la plus favorable pour se convaincre par lui-même de l'existence et du principe que j'annonçais, et de la propriété qu'il avait de se communiquer. Je le fis approcher de la malade, dont je m'éloignai, en lui disant de la toucher. Elle ne fit aucun mouvement. Je le rappelai près de moi, et lui communiquai le magnétisme animal en le prenant par les mains. Je le fis ensuite rapprocher de la malade, me tenant toujours éloigné, et lui dis de la toucher une seconde fois. Il en résulta des mouvements convulsifs. Je lui fis répéter plusieurs fois cet attouchement, qu'il faisait du bout des doigts et dont il variait chaque fois la direction, et toujours, à son grand étonnement, il opérait un effet convulsif dans la partie qu'il touchait. Cette opération terminée, il me dit qu'il était convaincu. Je lui proposai une seconde épreuve. Nous nous éloignâmes de la malade de manière à n'en être pas aperçus, quand même elle aurait eu sa connaissance. J'offris à M. Inganuz 6 tasses de porcelaine et le priai de m'indiquer celle à laquelle il voulait que je communiquasse la vertu magnétique. Je la touchai d'après son choix. Je fis ensuite appliquer successivement les 6 tasses sur la main de la malade. Lorsqu'on parvint à celle que j'avais touchée, la main fit un mouvement et donna des marques de douleur. M. Inganuz, ayant fait repasser les 6 tasses, obtint le même effet. Je me fis alors rapporter ces tasses dans le lieu où elles avaient été prises, et, après un certain intervalle, lui tenant une main, je lui dis de toucher avec l'autre celle de ces tasses qu'il voudrait. Ce qu'il fit. Ces tasses rapprochées de la malade,
comme précédemment, il en résulta le même effet. La communicabilité du principe étant bien établie aux yeux de M. Inganouse, je lui proposai une troisième expérience pour lui faire connaître son action dans l'éloignement et sa vertu pénétrante. Je dirigeai mon doigt vers la malade à la distance de 8 pas. Un instant après, son corps fut en convulsion, au point de la soulever sur son lit avec les apparences de la douleur. Je continuai dans la même position à diriger mon doigt vers la malade en plaçant M. Inganouse entre elle et moi. Elle éprouva les mêmes sensations. Ces épreuves répétées au gré de M. Inganouse, je lui demandai s'il en était satisfait et s'il était convaincu des propriétés merveilleuses que je lui avais annoncées, lui offrant, dans le cas contraire, de répéter nos procédés. Sa réponse fut qu'il n'en avait plus rien à désirer et qu'il était convaincu, mais qu'il m'invitait, par l'attachement qu'il avait pour moi, à ne rien communiquer au public sur cette matière, afin de ne pas m'exposer à son incrédulité. Nous nous séparâmes, je me rapprochai de la malade pour continuer mon traitement. Il eut le plus heureux succès. Je parvins le même jour à rétablir le cours ordinaire de la nature et à faire cesser par là tous les accidents qu'avait occasionné la suppression. 2 jours après, j'appris avec étonnement que M. Inganouse tenait dans le public des propos tout opposés à ceux qu'il avait tenus chez moi, qu'il démontait le succès des différentes expériences dont il avait été le témoin, qu'il affectait de confondre le magnétisme animal avec l'aimant et qu'il cherchait à ternir ma réputation en répondant qu'avec le secours de plusieurs pièces aimantées dont il s'était pourvu, il était parvenu à me démasquer et à connaître que ce n'était qu'une supercherie ridicule et concertée. J'avouerai que de tels propos me parurent d'abord incroyables et qu'il m'en coûta d'être forcé d'en regarder M. Inganouse comme l'auteur, mais son association avec le jésuite L, les écrits inconséquents de ce dernier, pour appuyer d'aussi odieuses imputations et détruire l'effet de ma lettre du 5 janvier, ne me permirent plus de douter que M. Inganouse ne fût coupable. Je réfutai le père L et me disposai à former une plainte lorsque la demoiselle Esterline, instruite des procédés de M. Inganouse, fut tellement blessée de se voir ainsi compromise qu'elle retomba encore dans ses premiers accidents, aggravée d'une fièvre nerveuse. Son état fixa toute mon attention pendant 15 jours. C'est dans cette circonstance qu'en continuant mes recherches, je fus assez heureux pour surmonter les difficultés qui s'opposaient à ma marche et pour donner à ma théorie la perfection que je désirais. La guérison de cette demoiselle en fut le premier fruit, et j'ai eu la satisfaction de la voir, depuis cette époque, jouir d'une bonne santé, se marier et avoir des enfants. Ce fut pendant ces 15 jours que, déterminé à justifier ma conduite et à donner au public une juste idée de mes moyens, en dévoilant la conduite de M. Inganouse, j'en instruisis M. de Sterck et lui demandai de prendre les ordres de la cour pour qu'une commission de la faculté fût chargée des faits, de les constater et de les rendre publics. Ma démarche parut être agréable à ce premier médecin. Il eut l'air de partager ma façon de penser, et il me promit d'agir en conséquence en m'observant toutefois qu'il ne pouvait pas être de la commission. Je lui proposai plusieurs fois de venir voir la demoiselle Esterline et de s'assurer par lui-même du succès de mon traitement. Ses réponses sur cet article furent toujours vagues et incertaines. Je lui exposai combien il serait avantageux à l'humanité d'établir dans la suite ma méthode dans les hôpitaux, et je lui demandai d'en démontrer dans ce moment l'utilité dans celui des Espagnols. Il acquiesça et donna l'ordre nécessaire à M. Reinlein, médecin de cette maison. Ce dernier fut témoin pendant 8 jours des effets et de l'utilité de mes visites. Il m'en témoigna plusieurs fois son étonnement et en rendit compte à M. de Sterck. Mais je m'aperçus bientôt qu'on avait donné de nouvelles impressions à ce premier médecin. Je le voyais presque tous les jours pour insister sur la demande d'une commission et lui rappeler les choses intéressantes dont je l'avais entretenu. Je ne voyais plus de sa part qu'indifférence, froideur et éloignement pour tout ce qui avait quelque relation avec cette matière.
N'en pouvant rien obtenir, M. Reinlein, ayant cessé de me rendre compte, étant d'ailleurs instruit que ce changement de conduite était le fruit des démarches de M. Inganous, je sentis mon insuffisance pour arrêter les progrès de l'intrigue et je me condamnai au silence. M. Inganous, enhardi par le succès de ses démarches, acquit de nouvelles forces. Il se fit un mérite de son incrédulité et parvint en peu de temps à faire taxer d'esprit faible quiconque suspendait son jugement ou n'était pas de son avis. Il est aisé de comprendre qu'il n'en fallait pas davantage pour éloigner la multitude et me faire regarder au moins comme un visionnaire, d'autant que l'indifférence de la faculté semblait appuyer cette opinion. Ce qui me parut bien étrange fut de la voir accueillir, l'année suivante, par M. Klinkosz, professeur de médecine à Prague, qui, sans me connaître et sans avoir aucune idée de l'état de la question, eut la faiblesse, pour ne rien dire de plus, d'appuyer dans des écrits publics. Note, lettre sur le magnétisme animal et l'électrophore adressée à M. le comte de Kliński. Elle a été inférée dans les actes des savants de Bohême de l'année 1776, tome 2. Elle fut aussi imprimée séparément et répandue à Vienne l'année suivante. Le singulier détail des impostures que M. Inganous avait avancées sur mon compte. Quoi qu'il en fût alors de l'opinion publique, je crus que la vérité ne pouvait être mieux appuyée que par des faits. J'entrepris le traitement de différentes maladies, telles, entre autres, qu'une hémiplégie, suite d'une apoplexie, des suppressions, des vomissements de sang, des coliques fréquentes et un sommeil convulsif dès l'enfance, avec un crachement de sang et des ophtalmies habituelles. M. Bauer, professeur de mathématiques de Vienne, d'un mérite distingué, était attaqué de cette dernière maladie. Mes travaux furent suivis du plus heureux succès, et M. Bauer eut l'honnêteté de donner lui-même au public une relation détaillée de sa guérison. Mais la prévention avait pris le dessus. J'eus cependant la satisfaction d'être assez bien connu d'un grand ministre, d'un conseiller privé et d'un conseiller aulique, amis de l'humanité qui avaient souvent reconnu la vérité par eux-mêmes, pour la leur voir soutenir et protéger. Ils firent même plusieurs tentatives pour écarter les ténèbres dont on cherchait à l'obscurcir, mais on les éloigna constamment en leur opposant que l'avis des médecins était seul capable de déterminer. Leur bonne volonté se réduisit ainsi à m'offrir de donner à mes écrits la publicité qui me serait nécessaire dans les pays étrangers. Ce fut par cette voie que ma lettre explicative du 5 janvier 1775 fut communiquée à la plupart des académies des sciences et à quelques savants. La seule académie de Berlin fit le 24 mars de cette année une réponse écrite par laquelle, en confondant les propriétés du magnétisme animal que j'annonçais avec celle de l'aimant dont je ne parlais que comme conducteur, elle tombait dans différentes erreurs et son avis était que j'étais dans l'illusion. Cette académie n'a pas seule donné dans l'erreur de confondre le magnétisme animal avec le minéral, quoique j'ai toujours persisté dans mes écrits à établir que l'usage de l'aimant, quoiqu'utile, était toujours imparfait dans le secours de la théorie du magnétisme animal. Les physiciens et médecins avec lesquels j'ai été en correspondance ou qui ont cherché à me pénétrer pour usurper cette découverte ont prétendu et affecté de répandre, les uns que l'aimant était le seul agent que j'employasse, les autres que j'y joignais l'électricité, et cela parce qu'on savait que j'avais fait usage de ces deux moyens. La plupart d'entre eux ont été détrompés par leur propre expérience, mais au lieu de reconnaître la vérité que j'annonçais, ils ont conclu, de ce qu'ils n'obtenaient pas de succès par l'usage de ces deux agents, que les guérisons annoncées de ma part étaient supposées et que ma théorie était illusoire. Le désir d'écarter pour jamais de semblables erreurs et de mettre la vérité dans son jour m'a déterminé à ne plus faire aucun usage de l'électricité ni de l'aimant depuis 1776. Le peu d'accueil fait à ma découverte et la faible espérance qu'elle m'offrait pour l'avenir me déterminèrent à ne plus rien entreprendre de public à Vienne et à faire un voyage en Souabe et en Suisse pour ajouter à mon expérience et me mener à la vérité par des faits. J'eus effectivement la satisfaction d'obtenir plusieurs guérisons frappantes en Souabe et d'opérer dans les hôpitaux, sous les yeux des médecins de Berne et de Zurich, des effets qui, en ne leur laissant aucun doute sur l'existence du magnétisme animal et sur l'utilité de ma théorie, dissipèrent l'erreur dans laquelle mes contradicteurs les avaient déjà jetés.
Ce fut de l'année 1774 à celle de 1775 qu'un ecclésiastique homme de bonne foi, mais d'un zèle excessif, opéra dans le diocèse de Ratisbonne sur différents malades du genre nerveux, des effets qui parurent surnaturels aux yeux des hommes les moins prévenus et les plus éclairés de cette contrée. Sa réputation s'étendit jusqu'à Vienne, où la société était divisée en deux parties. L'un traitait ses effets d'imposture et de supercherie, tandis que l'autre les regardait comme des merveilles opérées par la puissance divine. L'un et l'autre, cependant, étaient dans l'erreur, et mon expérience m'avait appris dès lors que cet homme n'était en cela que l'instrument de la nature. Ce n'était que parce que sa profession, secondée du hasard, déterminait près de lui certaines combinaisons naturelles, qu'il renouvelait les symptômes périodiques des maladies sans en connaître la cause. La fin de ces paroxysmes était regardée comme des guérisons réelles. Le temps seul peut désabuser le public. Me retirant à Vienne, sur la fin de l'année 1775, je passai par Munich, où son Altesse l'électeur de Bavière voulut bien me consulter sur cette matière et me demander si je pouvais lui expliquer ses prétendues merveilles. Je fis sous ses yeux des expériences qui écartèrent les préjugés de sa personne, en ne lui laissant aucun doute sur la vérité que j'annonce. Ce fut peu de temps après que l'Académie des sciences de cette capitale me fit l'honneur de m'admettre au rang de ses membres. Je fis, en l'année 1776, un second voyage en Bavière. J'y obtins les mêmes succès dans des maladies de différents genres. J'opérai particulièrement la guérison d'une goutte sereine imparfaite, avec paralysie des membres dont était attaqué M. d'Osterwald, directeur de l'Académie des sciences de Munich. Il a eu l'honnêteté d'en rendre compte au public, ainsi que des autres effets dont il avait été témoin. Note: on a publié au commencement de 1778 un recueil des cures opérées par le magnétisme imprimé à Leipzig. Ce recueil informe, dont j'ignore l'auteur, n'a que le mérite d'avoir réuni fidèlement et sans partialité les relations et les écrits pour et contre mon système. De retour à Vienne, je persistai jusqu'à la fin de la même année à ne plus rien entreprendre, et je n'aurais pas changé de résolution si mes amis ne s'étaient réunis pour la combattre. Leur instance, jointe au désir que j'avais de faire triompher la vérité, me firent concevoir l'espérance d'y parvenir par de nouveaux succès, et surtout par quelques guérisons éclatantes. J'entrepris dans cette vue, entre autres malades, la demoiselle Paradis, âgée de 18 ans, née de parents connus, particulièrement connue elle-même de Sa Majesté l'impératrice reine. Elle recevait de sa bienfaisance une pension dont elle jouissait, comme absolument aveugle, depuis l'âge de 4 ans. C'était une goutte sereine parfaite, avec des convulsions dans les yeux. Elle était de plus attaquée d'une mélancolie et accompagnée d'obstructions à la rate et au foie qui la jetaient souvent dans des accès de délire et de fureur, propres à persuader qu'elle était d'une folie consommée. J'entrepris encore la nommée Zwelferine, âgée de 19 ans, étant aveugle dès l'âge de 2 ans d'une goutte sereine, accompagnée d'une térideuse et très épaisse avec atrophie du globe. Elle était de plus attaquée d'un crachement de sang périodique. J'avais pris cette fille dans la maison des orphelins à Vienne. Son aveuglement était attesté par les administrateurs. J'entrepris dans le même temps la demoiselle Austin, âgée de 18 ans, pensionnée de Sa Majesté comme fille d'un officier de ses armées. Sa maladie consistait dans une phtisie purulente et une mélancolie atrabiliaire, accompagnée de convulsions, fureur, vomissements, crachements de sang et syncope. Ces 3 malades étaient, ainsi que d'autres, logés dans ma maison pour pouvoir suivre mon traitement sans interruption. J'ai été assez heureux pour pouvoir les guérir toutes les 3. Le père et la mère de la demoiselle Paradis, témoins de sa guérison et des progrès qu'elle faisait dans l'usage de ses yeux, s'empressèrent de répandre cet événement et leur satisfaction. On accourut en foule chez moi pour s'en assurer, et chacun, après avoir mis la malade à un genre d'épreuve, se retirait dans l'admiration en me disant les choses les plus flatteuses. Les 2 présidents de la faculté, à la tête d'une députation de leur corps, déterminés par les instances répétées de M. Paradis, se rendirent chez moi
Et après avoir examiné cette demoiselle, ils joignirent hautement leur témoignage à celui du public. Monsieur de Stoerck, l'un de ces messieurs, qui connaissait particulièrement cette jeune personne, l'ayant traitée pendant 10 ans sans aucun succès, m'exprima sa satisfaction d'une cure aussi intéressante et les regrets d'avoir autant différé à favoriser, par son aveu, l'importance de cette découverte. Plusieurs médecins, chacun en particulier, suivirent l'exemple de nos chefs et rendirent le même hommage à la vérité. D'après des démarches aussi authentiques, M. Paradis crut devoir exprimer sa reconnaissance en la transmettant par ses écrits à toute l'Europe. C'est lui qui, dans le temps, a consacré dans les feuilles publiques les détails intéressants de la guérison de sa fille. Note, voici pour la satisfaction du lecteur le précis historique de cette cure singulière. Il a été fidèlement extrait de la relation écrite en langue allemande par le père lui-même. C'est lui qui me l'a remise au mois de mars de l'année 1777 pour la rendre publique. Elle est actuellement sous mes yeux. Marie-Thérèse Paradis, fille unique de M. Paradis, est née à Vienne le 15 mai 1759. Elle avait les yeux bien organisés. Le 9 décembre 1762, on s'aperçut à son réveil qu'elle n'y voyait plus. Ses parents furent d'autant plus surpris et affligés de cet accident subit que depuis sa naissance, rien n'avait annoncé l'altération dans cet organe. On reconnut que c'était une goutte sereine, parfaite, dont la cause pouvait être une humeur répercutée ou une frayeur dont cet enfant pouvait avoir été frappé la même nuit par un bruit qui se fit à la porte de sa chambre. Les parents, désolés, employèrent d'abord les moyens qui furent jugés les plus propres à remédier à cet accident, tels que les vésicatoires, les sangsues et les cautères. Le premier de ces moyens fut même porté fort loin, puisque pendant plus de 2 mois, la tête fut couverte d'un emplâtre qui entretenait une suppuration continuelle. On y joignit pendant plusieurs années les purgatifs et apéritifs, l'usage de la plante pulsatille et de la racine valériane. Ces différents moyens n'eurent aucun succès. Son état même était aggravé de convulsions dans les yeux et les paupières qui, en se portant vers le cerveau, donnaient lieu à des transports qui faisaient craindre l'aliénation d'esprit. Ses yeux devinrent saillants et ils étaient tellement déplacés qu'on n'apercevait le plus souvent que le blanc. Ce qui, joint à la convulsion, rendait son aspect désagréable et pénible à supporter. On eut recours l'année dernière à l'électricité qui lui a été administrée sur les yeux par plus de 3000 secousses. Elle en éprouvait jusqu'à 100 par séance. Ce dernier moyen lui a été funeste et il a tellement ajouté à son irritabilité et à ses convulsions qu'on n'a pu la préserver d'accident que par des saignées réitérées. Monsieur le baron de Wenzel, dans son dernier séjour à Vienne, fut chargé de la part de Sa Majesté de l'examiner et de lui donner des secours s'il était possible. Il dit après cet examen qu'il la croyait incurable. Malgré cet état et les douleurs qui l'accompagnaient, ses parents ne négligèrent rien pour son éducation et la distraire de ses souffrances. Elle avait fait de grands progrès dans la musique, et son talent sur l'orgue et le clavecin lui procura l'heureux avantage d'être connue de l'impératrice reine. Sa Majesté, touchée par son malheureux état, a bien voulu lui accorder une pension. Le docteur Mesmer, médecin connu depuis quelques années par la découverte du magnétisme animal et qui lui avait été témoin des premiers traitements qui lui avaient été faits dans son enfance, observait depuis quelque temps cette malade avec une attention particulière. Toutes les fois qu'il avait occasion de la rencontrer, il s'informait des circonstances qui avaient accompagné cette maladie et des moyens dont on s'était servi pour la traiter jusqu'alors. Ce qu'il jugeait le plus contraire et qui paraissait l'inquiéter fut la manière dont on avait fait usage de l'électricité. Nonobstant le degré où cette maladie était parvenue, il fit espérer à la famille qu'il ferait reprendre aux yeux leur position naturelle en apaisant les convulsions et calmant les douleurs. Et quoiqu'on ait su par la suite qu'il avait dès lors conçu l'espérance de lui rendre la faculté de voir, il ne la témoigna point aux parents, auxquels une expérience malheureuse et des contrariétés soutenues avait fait former la résolution de ne plus faire aucune tentative pour une guérison qu'il regardait comme impossible. M. Mesmer a commencé son traitement le 20 janvier dernier. Ses premiers effets ont été de la chaleur et de la rougeur à la tête. Elle avait ensuite du tremblement aux jambes et aux bras. Elle éprouvait à la nuque un léger tiraillement qui portait sa tête en arrière.
et qui, en augmentant successivement, ajoutait à l'ébranlement convulsif des yeux. Le second jour du traitement, M. Mesmer produisit un effet qui surprit beaucoup les personnes qui en furent témoins. Étant assis à côté de la malade, il dirigeait sa canne vers sa figure, représentée par une glace, et en même temps qu'il agitait cette canne, la tête de la malade en suivait les mouvements. Cette sensation était si forte qu'elle annonçait elle-même les différentes variations du mouvement de la canne. On s'aperçut bientôt que l'agitation des yeux s'augmentait et diminuait alternativement d'une manière très sensible. Leurs mouvements multipliés en dehors et en dedans étaient quelquefois suivis d'une entière tranquillité. Elle fut absolue dès le 4e jour, et les yeux prirent leur situation naturelle, ce qui donna lieu de remarquer que le gauche était plus petit que le droit, mais en continuant le traitement, ils s'égalisèrent parfaitement. Le tremblement des membres cessa peu de jours après, mais elle éprouvait à l'occiput une douleur qui pénétrait la tête et augmentait en s'insinuant en avant. Lorsqu'elle parvint à la partie où s'unissent les nerfs optiques, il lui sembla pendant 2 jours que sa tête se divisait en 2 parties. Cette douleur suivit les nerfs optiques en se divisant comme eux. Elle la définissait comme des piqûres de pointe d'aiguille qui, en s'avançant successivement vers les globes, parvinrent à les pénétrer et à s'y multiplier en se répandant dans la rétine. Ces sensations étaient souvent accompagnées de secousses. L'odorat de la malade était altéré depuis plusieurs années et la sécrétion du mucus ne se fait pas. Son traitement lui fit éprouver un gonflement intérieur du nez et des parties voisines qui se détermina dans 8 jours. Par une évacuation copieuse d'une matière verte et visqueuse, elle eut en même temps une diarrhée d'une abondance extraordinaire. Les douleurs des yeux s'augmentèrent et elle se plaignit de vertige. M. Mesmer jugea qu'ils étaient l'effet des premières impressions de la lumière. Il fit alors demeurer la malade chez lui afin de s'assurer des précautions nécessaires. La sensibilité de cet organe devint telle qu'après avoir couvert ses yeux d'un triple bandeau, il fut encore forcé de la tenir dans une chambre obscure, d'autant que la moindre impression de la lumière sur toutes les parties du corps indifféremment l'agitait au point de la faire tomber. La douleur qu'elle éprouvait dans les yeux changea successivement de nature. Elle était d'abord générale et cuisante, ce fut ensuite une vive démangeaison qui se termina par une sensation semblable à celle que produirait un pinceau légèrement promené sur la rétine. Ces effets progressifs donnèrent lieu à M. Mesmer de penser que la cure était assez avancée pour donner à la malade une première idée de la lumière et de ses modifications. Il lui ôta le bandeau en la laissant dans la chambre obscure et l'invita à faire attention à ce qu'éprouvaient ses yeux devant lesquels il plaçait alternativement des objets blancs et noirs. Elle expliquait la sensation que lui occasionnaient les premiers, comme si on lui insinuait dans le globe des pointes subtiles dont l'effet douloureux prenait la direction du cerveau. Cette douleur et les différentes sensations qui l'accompagnaient augmentaient et diminuaient en raison du degré de blancheur des objets qui étaient présentés, et M. Mesmer les faisait cesser tout à fait en leur substituant des noirs. Par ces effets successifs et opposés, il fit connaître à la malade que la cause de ces sensations était externe et qu'elle différait en cela de celles qu'elle avait eues jusqu'alors. Il parvint ainsi à lui faire concevoir la différence de la lumière et de sa privation, ainsi que de leur gradation. Pour continuer son instruction, M. Mesmer lui présenta les différentes couleurs. Elle observait alors que la lumière s'insinuait plus doucement et lui laissait quelque impression. Elle les distingua bientôt en les comparant, mais sans pouvoir retenir leur nom, quoiqu'elle eût une mémoire très heureuse. À l'aspect du noir, elle disait tristement qu'elle ne voyait plus rien et que cela lui rappelait sa cécité. Dans les premiers jours, l'impression d'un objet sur la rétine durait 1 minute après l'avoir regardé, en sorte que pour distinguer un autre et ne pas le confondre avec le premier, elle était forcée de couvrir ses yeux pendant que durait sa première impression. Elle distinguait dans une obscurité où les autres personnes voyaient difficilement, mais elle perdit successivement cette faculté lorsque ses yeux purent admettre plus de lumière. Les muscles moteurs de ses yeux ne lui ayant point servi jusque-là, il a fallu lui en apprendre l'usage pour diriger les mouvements de cet organe, chercher les objets, les voir, les fixer directement et indiquer leur situation.
Cette instruction, dont on ne peut rendre les difficultés multipliées, était d'autant plus pénible qu'elle était souvent interrompue par des accès de mélancolie qui étaient une suite de sa maladie. Le 9 février, M. Mesmer essaya, pour la première fois, de lui faire voir des figures et des mouvements. Il se présenta lui-même devant elle dans la chambre obscure. Elle fut effrayée en voyant la figure humaine. Le nez lui parut ridicule et pendant plusieurs jours, elle ne pouvait le regarder sans éclater de rire. Elle demanda à voir un chien qu'elle caressait souvent. L'aspect de cet animal lui parut plus agréable que celui de l'homme. Ne sachant pas le nom des figures, elle en désignait exactement la forme avec le doigt. Un point d'instruction des plus difficiles a été de lui apprendre à toucher ce qu'elle voyait et à combiner ces deux facultés. N'ayant aucune idée de la distance, tout lui semblait à sa portée, quel qu'en fût l'éloignement, et les objets lui paraissaient s'agrandir à mesure qu'elle s'en approchait. L'exercice continuel qu'elle était obligée de faire pour combattre sa maladresse et le grand nombre de choses qu'elle avait à apprendre la chagrinaient quelquefois au point de lui faire regretter son état précédent. D'autant que, lorsqu'elle était aveugle, on admirait son adresse et son intelligence. Mais sa gaieté naturelle lui faisait prendre le dessus, et les soins continués de M. Mesmer lui faisaient faire de nouveaux progrès. Elle est insensiblement parvenue à soutenir le grand jour, et à distinguer parfaitement les objets à toute distance. Rien ne lui échappait, même dans les figures peintes en miniature dont elle contrefaisait les traits et l'attitude. Elle avait même le talent singulier de juger, avec une exactitude surprenante, le caractère des personnes qu'elle voyait par leur physionomie. La première fois qu'elle a vu le ciel étoilé, elle a témoigné de l'étonnement et de l'admiration. Et depuis ce moment, tous les objets qui lui sont présentés comme beaux et agréables lui paraissent très inférieurs à l'aspect des étoiles, pour lesquelles elle témoigne une préférence et un empressement décidé. Le grand nombre de personnes de tous les états qui venaient la voir a fait craindre à M. Mesmer qu'elle en fût excessivement fatiguée, et sa prudence l'a engagé à prendre des précautions à cet égard. Ses contradicteurs s'en sont prévalus, ainsi que de la maladresse et de l'incapacité de la jeune personne pour attaquer la réalité de sa guérison, mais M. Mesmer assure que l'organe est dans la perfection et qu'elle en facilitera l'usage en l'exerçant avec application et persévérance. Fin de la note, retour au texte. Du nombre des médecins qui étaient venus chez moi satisfaire leur curiosité était M. Barthes, professeur d'anatomie des maladies des yeux et opérant de la cataracte. Il avait même reconnu 2 fois que la demoiselle Paradis jouissait de la faculté de voir. Cet homme, emporté par l'envie, osa répandre dans le public que cette demoiselle ne voyait pas et qu'il s'en était assuré par lui-même. Il appuyait cette assertion de ce qu'elle ignorait ou confondait le nom des objets qui lui étaient présentés. On lui répondait de toutes parts qu'il confondait en cela l'incapacité nécessaire des aveugles de naissance ou du premier âge avec les connaissances acquises des aveugles opérés de la cataracte. « Comment, lui disait-on, un homme de votre profession peut-il produire une erreur aussi grossière ?» Mais son impudence répondait à tout par l'affirmative du contraire. Le public avait beau lui répéter que 1000 témoins déposés en faveur de la guérison, lui seul soutenant la négative, s'associait ainsi à M. Inganouz, inoculateur dont j'ai parlé. Ces 2 personnages, traités d'abord comme extravagants par les personnes honnêtes et sensées, parvinrent à former une cabale pour enlever la demoiselle Paradis à mes soins, dans l'état d'imperfection où étaient encore ses yeux, d'empêcher qu'elle fût présentée à sa majesté comme elle devait l'être et d'accréditer ainsi sans retour l'imposture avancée. On entreprit à cet effet d'échauffer M. Paradis par la crainte de voir supprimer la pension de sa fille et plusieurs autres avantages qui lui étaient annoncés. En conséquence, il réclama sa fille. Celle-ci, de concert avec sa mère, lui témoigna sa répugnance et la crainte que sa guérison ne fût imparfaite. On insista, et cette contrariété, en renouvelant ses convulsions, lui occasionna une rechute fâcheuse. Elle n'eut cependant point de suite relativement à ses yeux. Elle continua à en perfectionner l'usage. Le père, la voyant mieux, et toujours animé par la cabale, renouvela ses démarches. Il redemanda sa fille avec chaleur et força sa femme à l'exiger. La fille résista par les mêmes motifs que précédemment.
La mère, qui jusqu'alors les avait appuyés et m'avait prié d'excuser les extravagances de son mari, vint m'annoncer le 29 avril qu'elle entendait dès l'instant retirer sa fille. Je lui répondis qu'elle en était la maîtresse, mais que s'il en résultait de nouveaux accidents, elle devait renoncer à mes soins. Ce propos fut entendu de sa fille, il émut sa sensibilité et elle retomba dans un état de convulsion. Elle fut secourue par monsieur le comte de Pellegrini, l'un de mes malades. La mère, qui entendit ces cris, me quitta brusquement, arracha sa fille avec fureur des mains de la personne qui la secourait, en disant « Malheureuse, tu es aussi d'intelligence avec les gens de cette maison ?» et jeta avec rage la tête contre la muraille. Tous les accidents de cette infortunée se renouvelèrent. J'accourus vers elle pour la secourir. La mère, toujours en fureur, se jeta sur moi pour m'en empêcher en m'accablant d'injures. Je l'éloignai par la médiation de quelques personnes de ma famille et je me rapprochai de sa fille pour lui donner mes soins. Pendant qu'elle m'occupait, j'entendis de nouveaux cris de fureur et des efforts répétés pour ouvrir et fermer alternativement la porte de la pièce où j'étais. C'était le sieur Paradis qui, averti par un domestique de sa femme, s'était introduit chez moi l'épée à la main et voulait entrer dans cet appartement, tandis que mon domestique cherchait à l'éloigner en assurant ma porte. On parvint à désarmer ce furieux et il sortit de ma maison après avoir vomi 1000 imprécations contre moi et ma famille. Sa femme, d'un autre côté, était tombée en faiblesse. Je lui fis donner les secours dont elle avait besoin et elle se retira quelques heures après, mais leur malheureuse fille éprouvait des vomissements, des convulsions et des fureurs que le moindre bruit et surtout le son des cloches renouvelaient avec excès. Elle était même retombée dans son premier aveuglement par la violence du coup que sa mère lui avait occasionné, ce qui me donnait lieu de craindre pour l'état du cerveau. Tels furent pour elle et pour moi les funestes effets de cette affligeante scène. Il m'eût été facile d'en faire constater juridiquement les excès par le témoignage de monsieur le comte de Pellegrini et celui de 8 personnes qui étaient chez moi, sans parler d'autant de voisins qui étaient en état de déposer la vérité, mais uniquement occupés de sauver, s'il était possible, la demoiselle Paradis. Je négligeais tous les moyens que m'offrait la justice. Mes amis se réunirent en vain pour me faire entrevoir l'ingratitude démontrée de cette famille et les suites infructueuses de mes travaux. J'insistai dans ma première résolution et j'aurais à m'en féliciter si j'avais pu vaincre par des bienfaits les ennemis de la vérité et de mon repos. J'appris le lendemain que le sieur Paradis, cherchant à couvrir ses excès, répandait dans le public les imputations les plus atroces sur mon compte, et toujours dans la vue de retirer sa fille et de prouver, par son état, le danger de mes moyens. Je reçus en effet, par M. Hoft, médecin de la cour, un ordre par écrit de M. Stwerck, en sa qualité de premier médecin, daté de Schoenbrunn, le 2 mai 1777, qui m'enjoignait de finir cette supercherie, c'était son expression, et de rendre la demoiselle Paradis à sa famille, si je pensais qu'elle pût l'être sans danger. Qui aurait pu croire que M. de Stwerck, qui était bien instruit par le même médecin de tout ce qui s'était passé chez moi, et qui, depuis sa première visite, était venu 2 fois se convaincre par lui-même des progrès de la malade et de l'utilité de mes moyens, se fut permis d'employer à mon égard l'expression de l'offense et du mépris. J'avais lieu de penser, au contraire, qu'essentiellement placé pour reconnaître une vérité de ce genre, il en serait le défenseur. J'ose même dire que, comme président de la faculté, plus encore, comme dépositaire de la confiance de Sa Majesté, c'était le premier de ses devoirs de protéger, dans cette circonstance, un membre de la faculté qu'il savait être sans reproche et qu'il avait 100 fois assuré de son attachement et de son estime. Je répondis au surplus à cet ordre peu réfléchi que la malade était hors d'état d'être transportée sans être exposée à périr. Le danger de la mort auquel était exposée mademoiselle Paradis en imposa sans doute à son père et lui fit faire quelques réflexions. Il employa près de moi la médiation de 2 personnes recommandables pour m'engager à donner encore mes soins à sa fille. Je lui fis dire que ce serait à la condition que ni lui ni sa femme ne paraîtraient plus dans ma maison. Mon traitement en effet surpassa mes espérances et 9 jours suffirent pour calmer entièrement les convulsions et faire cesser les accidents. Mais l'aveuglement était le même. 15 jours de traitement le firent cesser,
et rétablir l'organe dans l'état où il était avant l'accident. J'y joignis encore 15 jours d'instruction pour perfectionner et raffermir sa santé. Le public vint alors s'assurer de son rétablissement, et chacun en particulier me donna, même par écrit, de nouveaux témoignages de sa satisfaction. Le sieur Paradis, assuré du bon état de sa fille par M. Hoft, qui, à sa réquisition et de mon consentement, suivait les progrès du traitement, écrivit une lettre à ma femme où il la remerciait des soins maternels. Il m'adressa aussi le même remerciement en me priant d'agréer ses excuses sur le passé et sa reconnaissance pour l'avenir. Il terminait en me priant de lui renvoyer sa fille pour lui faire respirer l'air de la campagne où il allait se rendre, que de là il la renverrait chez moi toutes les fois que je jugerais nécessaire pour continuer son instruction, et qu'il espérait que je voudrais bien lui accorder mes soins. Je le crus de bonne foi et lui renvoyai sa fille le 8 du mois de juin. J'appris dès le lendemain que sa famille affectait de répandre qu'elle était toujours aveugle et convulsive, et la présentait comme telle en la forçant d'imiter les convulsions et l'aveuglement. Cette nouvelle éprouva d'abord quelques contradictions de la part des personnes qui s'étaient assurées du contraire, mais elle fut soutenue et accréditée par la cabale obscure dont le sieur Paradis était l'instrument, sans qu'il me fût possible d'en arrêter les progrès par les témoignages les plus recommandables, tels que ceux de M. de Spielmann, conseiller aulique et directeur de la chancellerie d'État, messieurs les conseillers de Molitor, de Humlauer, médecins de Boulanger, de Heufeld et de messieurs les barons de Kolbach et de Weber, qui, indépendamment de plusieurs autres personnes, ont suivi par eux-mêmes presque tous les jours mes procédés et leurs effets. C'est ainsi qu'on est successivement parvenu, malgré ma persévérance et mes travaux, à placer au rang des suppositions, ou tout au moins des choses les plus incertaines, la vérité la plus authentiquement démontrée. Il est aisé de concevoir combien je devais être affecté de l'acharnement de mes adversaires à me nuire et de l'ingratitude d'une famille que j'avais comblée de bienfaits. Néanmoins, je continuai pendant les 6 derniers mois de l'année 1777 à perfectionner la guérison de la demoiselle Ossine et de la nommée Zélphérine, dont on se rappellera qu'à l'égard des yeux, l'état était encore plus grave que celui de la demoiselle Paradis. Je continuai encore avec le succès le traitement des malades qui me restaient, particulièrement celui de la demoiselle Vipior, âgée de 9 ans, ayant sur un œil une excroissance de la cornée, connue sous le nom de staphylome, et cette élévation de nature cartilagineuse, qui était de 3 à 4 lignes, la privait de la faculté de voir de cet œil-là. Je suis heureusement parvenu à résoudre cette excroissance, au point de lui rendre la faculté de lire de côté. Il ne lui restait qu'une taie légère au centre de la cornée, et je ne doute pas que je ne l'eusse fait disparaître entièrement si les circonstances m'avaient permis de prolonger son traitement, mais fatigué de mes travaux depuis 12 ans consécutifs, plus encore de l'animosité soutenue de mes adversaires, sans avoir recueilli de mes recherches et de mes peines d'autres satisfactions que celles que l'adversité ne pouvait m'ôter, je crus avoir rempli, jusqu'alors, tout ce que je devais à mes concitoyens, et persuadé qu'un jour on me rendrait plus de justice, je résolus de voyager, dans l'unique objet de me procurer le délassement dont j'avais besoin. Mais pour aller, autant qu'il était en moi, au-devant du préjugé et des imputations, je disposai les choses de manière à laisser chez moi, pendant mon absence, la demoiselle Ossine et la nommée Zélphérine. J'ai pris depuis la précaution de dire au public le motif de cet arrangement, en lui annonçant que ces personnes étaient dans ma maison pour que leur état pût être constaté à chaque instant et servir d'appui à la vérité. Elles y ont resté 8 mois depuis mon départ de Vienne et n'en sont sorties que par ordre supérieur. Arrivé à Paris au mois de février 1778, je commençai à y jouir des douceurs du repos et à me livrer entièrement à l'intéressante relation des savants et des médecins de cette capitale, lorsque, pour répondre aux prévenances et aux honnêtetés dont ils me comblaient, je fus porté à satisfaire leur curiosité en leur parlant de mon système. Note. Mes adversaires, toujours occupés de me nuire, s'empressèrent de répandre, à mon arrivée en France, des préventions sur mon compte.
ils se sont permis de compromettre la faculté de Vienne en faisant insérer une lettre anonyme dans le journal encyclopédique du mois de mars 1778, page 506, et M. Hell, bailli d'Urfingen et de Lunzer, n'a pas craint de prêter son nom à cet écrit diffamatoire. Je n'en étais cependant pas connu, et je ne l'ai vu qu'à Paris depuis cette époque pour en recevoir des excuses. L'infidélité, les inconséquences et la malignité de cette lettre ne méritent au surplus que du mépris. Il suffit de la lire pour s'en convaincre. Fin de note, retour au texte. Surpris de sa nature et de ses effets, ils m'en demandèrent l'explication. Je leur donnai mes assertions sommaires en 19 articles. Note. Ces mêmes assertions ont été transmises en 1776 à la Société royale de Londres par M. Eliot, envoyé d'Angleterre à la Diète de Ratisbonne. Je les avais communiquées à ce ministre sur sa demande, après avoir fait sous ses yeux des expériences multipliées à Munich et à Ratisbonne. Fin de notre retour au texte. Elles leur parurent sans aucune relation avec les connaissances établies. Je sentis, en effet, combien il était difficile de persuader par le seul raisonnement l'existence d'un principe dont on n'avait encore aucune idée, et je me rendis, par cette considération, à la demande qui m'était faite de démontrer la réalité et l'utilité de ma théorie par le traitement de quelques maladies graves. Plusieurs malades m'ont donné leur confiance. La plupart étaient dans un état si désespéré qu'il a fallu tout mon désir de leur être utile pour me déterminer à les entreprendre. Cependant, j'ai obtenu la guérison d'une mélancolie vaporeuse avec vomissements spasmodiques, de plusieurs obstructions invétérées à la rate, au foie et au mésentère, d'une goutte sereine imparfaite au degré d'empêcher la malade de se conduire seule, d'une paralysie générale avec tremblement qui donnait au malade, âgé de 40 ans, toutes les apparences de la vieillesse et de l'ivresse. Cette maladie était la suite d'une gelure. Elle avait été aggravée par les effets d'une fièvre putride et maligne dont ce malade avait été attaqué il y a 6 ans en Amérique. J'ai encore obtenu le même succès sur une paralysie absolue des jambes avec atrophie, sur un vomissement habituel qui réduisait la malade dans l'état de marasme, sur une cachexie scrofuleuse et enfin sur une dégénération générale des organes de la transpiration. Ces malades, dont l'état était connu et constaté des médecins de la faculté de Paris, ont tous éprouvé des crises et des évacuations sensibles et analogues à la nature de leur maladie, sans avoir fait usage d'aucun médicament et après avoir terminé leur traitement, m'en ont laissé une déclaration détaillée. En voilà sans doute plus qu'il en fallait pour démontrer, sans réplique, les avantages de ma méthode, et j'avais lieu de me flatter que la conviction en serait la suite, mais les personnes qui m'avaient déterminé à entreprendre ce traitement ne se sont point mises à porter d'en reconnaître les effets, et cela par des considérations et des motifs dont le détail serait déplacé dans ce mémoire. Il est résulté que les cures, n'ayant point été communiquées contre mon attente à des corps dont la seule considération pouvait fixer l'opinion publique, ne remplit que très imparfaitement l'objet que je m'étais proposé, et dont on m'avait flatté. Ce qui me porte à faire aujourd'hui un nouvel effort pour le triomphe de la vérité, en donnant plus d'étendue à mes premières assertions et une publicité qui leur a manqué jusqu'ici.